Eh bien, merci de m'avoir invité aujourd'hui. Je suis désolée que je ne peux pas vous parler dans votre propre langue. Je suis allée à l'école en Australie. J'ai appris le français, certes, lors de ma scolarité. Nous avons eu des leçons de français, mais je l'ai appris de professeurs qui n'avaient jamais entendu parler le français. Donc, je peux le lire, mais je ne peux absolument pas le parler. Donc, je vais parler en anglais. Alors, les maladies coronariennes ou les attaques cardiaques et les AVC restent les deux causes les plus courantes de mortalité en Europe. Si on regarde les maladies individuelles, un petit peu moins en France parce que vous n'avez pas autant de maladies cardiovasculaires, mais en Europe, globalement, ces maladies sont la cause de 30% des décès. Mais ce n'est pas forcément nécessaire parce que ces gens-là n'ont pas du tout de maladies cardiovasculaires. On a étudié des sociétés de ce genre qui ont les mêmes gènes que nous, mais n'ont absolument pas de maladies cardiovasculaires, ni d'AVC, ni ces personnages non plus, et nous avons 95% de leurs gènes pourtant, ni ces animaux-là, sauf qu'ils ont effectivement des maladies cardiovasculaires lorsqu'on les met en labo et qu'on leur donne un régime artificiel comme le nôtre. Et nous aussi, on consomme trop de graisse et trop de sel couramment. Au Royaume-Uni, on a beaucoup de données qui remontent à très loin. Ce sont les décès de maladies cardiovasculaires. Nous savons que l'épidémie de maladies cardiovasculaires est arrivée dans la deuxième partie du XXe siècle. Il y a 100 ans, c'était quelque chose d'assez rare. Alors, pourquoi est-ce que c'est arrivé à ce moment-là? Eh bien, parce que on a commencé à fumer, à manger beaucoup de graisse. Pourquoi est-ce que ça s'est diminué ici? Parce qu'Adolf Hitler nous a empêchés de manger autant de graisse pendant très longtemps à cause des bombes qu'il a utilisées pour couler les bateaux qui nous apportaient notre nourriture. Donc, ça n'est pas forcément nécessaire. On doit penser à la maladie cardiovasculaire et aux AVC comme des maladies qu'on peut prévenir. Il faut remonter à plus de 100 ans pour trouver des Européens qui n'avaient pas de maladie cardiovasculaire, mais néanmoins, il y avait une époque, et il y a toujours une époque pour beaucoup, où les AVC sont très rares. Pourquoi est-ce que c'est arrivé ainsi? Eh bien, parce que depuis 2,5 millions d'années, nous avons donc évolué. Nous sommes devenus cet homme debout, mais depuis 50 ans, comme nous le disons en anglais, on a tout faux. Je ne sais pas comment ça se dit en français, mais plus ou moins, on a tout faux, c'est ça. Alors, pourquoi est-ce que cette personne a des maladies cardiovasculaires et des AVC alors que celui-ci n'en a pas? Eh bien, c'est la différence de tension artérielle et de cholestérol qui est le coupable. Au début, la différence n'est pas énorme quand on est jeune, mais cela augmente avec l'âge chez les Européens, alors que ce n'est pas le cas avec les gens qui vivent dans les forêts. La même chose est vraie pour le cholestérol. Il n'y a pas beaucoup de différence à l'âge de 20 ans, mais beaucoup de différence plus tard. Alors ici, nous avons donc ces chasseurs, les hommes des forêts, et nous avons les Européens. Vous avez l'indice de masse corporelle, l'inactivité physique, nous sommes très paresseux, et tous ces facteurs contribuent à cette différence de risque. Mais la plupart de l'effet de l'obésité et de l'inactivité physique sont liés à une élévation des valeurs de cholestérol. Et il y a la tabagie qui est l'autre facteur qui a contribué à ce risque très élevé.
Et on n'a pas de pilule pour contrer les effets de la tabagie. Mais on peut mettre des choses dans des pilules pour contrer les effets de l'hypertension et du cholestérol. Donc, un polymédicament est une pilule qui contient plusieurs choses, plusieurs molécules différentes et qui vise à réduire votre cholestérol et ramener votre tension à ce qu'elle était à l'âge de 20 ans. On ne va pas pouvoir le diminuer au même niveau que de l'homme des forêts, mais vous pouvez quand même le réduire au niveau que vous avez lorsque vous avez 20 ans. Et l'idée est que tout le monde, au-delà d'un âge donné, le prend. Ça peut également être tout le monde au-delà d'un risque donné, mais l'âge, c'est plus simple et cet âge peut être 55 ans ou 50 ou 60. Voici ce que la pilule va contenir. Du simvastatine et 3 médicaments pour diminuer la tension à demi-dose, à cause des effets secondaires, bien sûr, qui sont moindres à ce taux. Donc, un comprimé qui contient tout cela pourrait ne pas être cher et on pourrait simplement le vendre pour quelques centimes par jour. Et pour tout un mois, ça peut coûter simplement 1 euro. Ça peut être vraiment très bon marché. Est-ce que ça va m'empêcher d'avoir un AVC ou une attaque? Est-ce que le fait de diminuer ma tension va me donner des vertiges? Ça ne le faisait pas à 20 ans. Pourquoi est-ce qu'il faut que tout le monde le prenne, pas simplement les personnes à risque élevé? La chose la plus importante, peut-être, est que la plupart des AVC et des attaques se produisent chez les personnes qui ont une risque moyenne. Alors, c'est ça, donc, le principe de ce polymédicament. Et maintenant que je vous ai dit de quoi il s'agit, parce que je parle un petit peu de français et je sais que vous avez très faim, et que je suis entre vous et votre déjeuner, mais peut-être que je pourrais continuer pendant quelques minutes. Je vais donc le faire. Pour revoir les preuves, je pourrais continuer très longtemps, mais je ne vais pas le faire. Je voudrais vous parler principalement de l'hypertension et ensuite vous dire que la preuve vaut aussi pour le cholestérol. La chose la plus importante que j'aimerais vous dire est une idée assez radicale. C'est que les gens parlent de l'hypertension lorsqu'ils parlent de la tension sanguine. Je pense que l'hypertension et la tension normale n'est pas un concept utile et on ne devrait pas l'utiliser. Et la tension est un facteur de risque comme la tabagie. Les deux ont une relation continue à la maladie. Donc, plus qu'on diminue, mieux qu'il vaut. Si vous voulez fumer, il vaut mieux 10 que 20, mieux 5 que 10, et la même chose vaut pour votre tension artérielle. Lorsque j'ai quitté l'école, donc à Adélaïde, en Australie, et que j'ai passé mes examens de français, et je suis allée à l'école, à la faculté de médecine, c'était il y a quelque temps, et on m'a enseigné qu'il y avait des hypotenseurs et des normotenseurs, et que la distribution de gaz des normotensifs et des hypertensifs est différente, et que ceux qui sont hypertendus ont des AVC, ceux qui ont une tension normale n'ont pas d'AVC. Et ce qu'il convenait de faire était de réduire la tension des hypertendus, les rendre normaux, leur niveau normaux, et qui n'auraient pas d'AVC. C'est ce qu'on m'a enseigné il y a quelque temps. Mais on sait maintenant que ce n'est pas ça. Ce que je viens de dire n'est pas vrai. Nous le savons maintenant. Mais on travaille soumis à des politiques. Et ces politiques sont basées sur l'hypothèse que ce que je viens de dire est vrai.
on vieillit, on devient hypertendu. Certains plus que d'autres, bien sûr. Mais si on revient à notre image, là, vous avez la tension moyenne pour chaque âge. Et si on dessinait toute la plage, vous verrez que ici, c'est pas très large, il n'y a pas un grand écart. Mais si on prend le taux le plus faible, c'est-à-dire le deuxième ou le deuxième centile, ceux qui avaient la tension la plus basse iraient comme ça, les autres iraient comme ceci. Donc on a une plage ici où tout le monde est à un niveau plus élevé que cet homme des forêts. Pratiquement personne dans notre société a une tension comme la sienne à l'âge de 50 à 60 ans. Et c'est ça le principal. On peut regarder les études de cohorte ou les études observationnelles prospectives où on prend une population de personnes, on mesure leur tension, on fait un suivi de 10 ou 20 ans et on relève les AVC et les infarctus. On a des études avec 1 million de personnes et 50 000 décès. Donc, on a beaucoup de données. Et là, vous avez la tension et la maladie coronaire. Vous avez des gens jusqu'à 65 ans. Le risque à gauche, la tension en bas de l'écran. Et vous avez donc une échelle logarithmique qui nous donne cette ligne droite. Là, vous avez les limites de confiance pour chaque point. Là, vous avez la limite de confiance pour les gens qui ont 12 de tension. Et vous voyez que ces limites sont assez étroites. Et lorsqu'on recueille des données, c'est étonnant de voir comment les données s'adaptent à ce modèle correctement. Donc, tout ceci détermine comment la tension de nous dans ce risque accru. Tout se trouve ici sur la ligne droite. Les choses sont à la fois compliquées et simples. Ici, la population est divisée en 5 groupes d'âge et ceci nous donne 2 renseignements. Quel que soit l'âge que vous choisissez, la ligne est parfaitement droite. Et on voit également que l'âge est un marqueur de risque plus important que la tension, parce que la personne la plus jeune qui a la tension la plus élevée, qui a le risque qui est exactement le même que celui qui a 20 ans de plus, mais une tension beaucoup plus faible. Donc, en fait, c'est pas l'âge, c'est la durée d'exposition d'une tension élevée. Mais l'âge est important. Et la relation avec la tension, l'hypertension est continue. Ici, il n'y a pas d'effet de plateau. Le risque continue à augmenter. En pratique, on dit qu'il y a des hypertendus et c'est très important de savoir si la tension est au-dessus ou en dessous de 14. Il est recommandé que le médecin fait des mesures ambulatoires pour déterminer si le patient a 14 ou 13,8. Parce que s'il a 14, il reçoit des médicaments. S'il a 13,8, il n'en a pas. Et s'il prend des médicaments, la réduction de risque va être le même, avec une petite différence si sa tension est ici ou là. Mais de toute façon, c'est lié au risque.
Alors, on dit donc qu'on a une ligne droite ici et on croit en cette partie, mais pas en cette partie ici. Alors, si vous ne croyez pas ici, pourquoi est-ce qu'on obtient une ligne droite lorsqu'on fait les études prospectives? Mais il faut expliquer qu'il faut un mécanisme. Et si vous dites que l'effet de la tension va faire ceci, à ce moment-là, il faut dire qu'il y a un autre facteur. Parce que pour obtenir cette ligne droite, il faut un autre facteur, le facteur X, qui va augmenter, qui dessinera un plateau après. Il se fait que les deux s'adaptent au milieu. C'est quelque chose qui est assez improbable. C'est si peu plausible que je pense qu'on peut le rejeter parce qu'il n'y a aucune preuve en faveur. Mais maintenant, on a beaucoup de données des études qui nous permis de voir si cette ligne droite se confirme. Et je suis ici aujourd'hui parce qu'en 2009, nous avons publié dans le British Medical Journal une méta-analyse de toutes les études contrôlées qui diminuaient l'hypertension et qui mesuraient le nombre d'AVC et d'attaques cardiaques. Et là, vous avez un résumé des résultats. Là, vous avez le risque relatif. C'est le risque pour les gens qui prennent le médicament pour diminuer leur tension divisé par le risque pour ceux qui prennent le placebo. Et la réduction de risque pour ceux qui prenaient le médicament était d'entre 15 et 20 %. Et là, vous avez une estimation qui le prouve. Mais ici, on a divisé les gens en catégories selon leur tension lorsqu'ils ont démarré l'étude. Il y en avait 5 qui avaient un taux très élevé. Il y en avait 2 qui étaient entre 16 et 16,9. Et donc, plusieurs tranches jusqu'à la catégorie la plus basse. Et le fait que toute la réduction de risque se trouve ici veut dire que le risque a été réduit de la même manière, quel que soit le groupe, et même un petit peu plus ici, parce qu'on est allé un peu plus loin. Mais la méta-analyse de 72 études nous dit très clairement que la réduction proportionnelle de risque va être le même que votre tension soit 17 ou 11. Il n'y a aucune différence. Donc, ça confirme les études de cohorte, c'est-à-dire que la ligne droite que je vous ai montrée il y a quelques instants est vraie. Et la même est vraie pour la pression systolique et l'AVC. Et la même chose pour la tension diastolique et les maladies coronariennes. Et la même chose est vraie également pour la tension diastolique et l'AVC. Quel que soit le cas, c'est le groupe qui a les taux les plus faibles qui a la meilleure réduction. Là, avec ce groupe, vous avez une réduction de risque comme pour ceux qui ont une tension bien plus élevée. Alors, ici, je deviens un peu obsessionnel, mais c'est pour vous montrer ici la réduction de risque moyenne dans toutes ces études. Pour ce groupe-ci, je voudrais vous montrer les estimations pour toutes les études individuelles. Vous voyez qu'il y en a un certain nombre dans lesquels on était à moins de 140 et toutes les études individuelles montrent une réduction du risque, presque toutes sauf celle-ci, ici presque toutes également sauf ces deux. La moyenne se base sur un grand nombre d'études individuelles qui nous indiquent toutes que vous avez un risque d'AVC, de maladie cardiovasculaire plus faible lorsque vous avez une tension plus faible.
Donc, ce que ça nous dit, c'est que chez les patients qui ont des maladies, ils avaient déjà une pathologie, mais qu'est-ce que ça nous dit chez les patients sains? Eh bien, en 2009, nous avons publié une méta-analyse qui visait à étudier l'impact de la réduction de la tension artérielle chez des gens chez qui elle était déjà faible. Et vous voyez ici qu'il s'agit donc de prévention primaire. Ce sont des gens qui sont diabétiques, mais qui n'ont pas de maladie cardiovasculaire. Et ici, des gens qui ne sont pas diabétiques, pas de maladie cardiovasculaire, en parfaite santé, comme vous et moi. Et ici, vous avez le risque relatif de crise cardiaque ou d'AVC chez des personnes avec une tension inférieure à 140. Et vous avez ici la réduction du risque. Alors, c'était un peu mon obsession, mais je voudrais vous montrer que toutes les preuves montrent que l'on a une ligne droite comme celle-ci. Alors, vous pourrez me dire, oui, mais votre échelle est un peu étrange, parce que si vous mettez une échelle normale, droite, voilà ce que vous avez. C'est beaucoup plus plat ici, effectivement, que ça ne l'est à l'autre bout de la courbe. Oui, mais le problème avec cet argument, c'est que si vous avez... supposez que vous ayez cette personne ici, qui a un risque faible et que donc on va réduire sa tension artérielle, donc ça ne va pas réduire son risque d'autant. Mais cette personne a un risque très élevé si elle se trouve ici. Et si on fait diminuer sa tension, eh bien il ne va pas diminuer comme ceci, il va diminuer plutôt comme ça, s'il est là. Donc, ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que l'étude a montré que si vous êtes dans la population à risque élevé, la réduction proportionnelle du risque sera la même que vous ayez une tension artérielle élevée ou faible. Donc le bénéfice en valeur absolue, le nombre d'attaques d'AVC qu'on évite dépend du risque préexistant. Pour un risque donné, on a la même réduction, quel que soit le niveau de départ de la pression artérielle. Donc, ce qu'on conclut de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de seuil dans la réduction de risque, que plus votre tension est faible, le mieux ça sera. Mais il y a aussi un troisième facteur qui est très important. Un changement de tension artérielle réduit le risque dans une proportion constante du risque existant. Certaines personnes ont une faible tension artérielle, mais un risque élevé. Dans les études dont je vous ai parlé tout à l'heure, parfois le risque absolu était le plus élevé chez des personnes qui avaient la tension artérielle la plus faible, parce que elles avaient des maladies coronariennes ou du diabète, par exemple. Donc il peut y avoir des gens qui ont une tension artérielle faible, mais un risque élevé, et ces personnes-là, évidemment, bénéficieront énormément d'une réduction de leur tension artérielle, même si elle n'est pas très élevée au départ. Donc si on prend quelqu'un qui a une tension artérielle et qu'on la fait passer de 120 à 110, par exemple, eh bien, on peut dire que la proportion de réduction de risque sera la même. Et si la personne qui avait une tension à 120 a un risque plus élevé pour d'autres raisons, eh bien, il sera bon pour lui de faire baisser sa tension artérielle. Et c'est ce que les études randomisées ont très bien montré. Voilà, c'était vraiment la chose la plus importante que je voulais vous dire. Voici maintenant autre chose. Dans ces études de cohorte, eh bien, on a la même chose. Si on quantifie la réduction du risque, est-ce qu'on a la même réponse de ces études de cohorte et de ces essais? Eh bien, oui, parce que ici, vous voyez, on prend des personnes dans ce groupe d'âge moyen, 60 à 69, parce que dans les essais, c'était cette tranche d'âge-là, effectivement, de personnes qui font une crise cardiaque ou un AVC. Donc, sur cette ligne ici, si on réduit le risque de la personne, si on passe de 180 à 170 pour la pression artérielle, ou même de 150 à 140, ou de 120 à 110, eh bien, on voit qu'on réduit son risque de faire une crise cardiaque de 20%. Et on réduit le risque d'AVC de 36%.
Les études nous donnent des chiffres qui sont tout à fait semblables. On avait 25 dans les études de cohorte et 22 dans les essais, avec un intervalle de confiance qui allait de 17 à 27% et 36 pour l'AVC versus 41 dans les essais. Les études de cohorte et les essais nous donnent les mêmes résultats finalement lorsqu'on essaye de quantifier la réduction du risque. Elles nous disent toutes les deux que lorsqu'on réduit la pression artérielle de 10 mm en systolique, eh bien, on réduit le risque d'infarctus et le risque d'AVC respectivement de 25 et de 35%. Là, on a vraiment une cohérence entre les deux types d'études. Si on prend un médicament visant à diminuer la tension artérielle ou une polypile, par exemple, de combien va-t-on réduire le risque? Il y a 5 classes de médicaments visant à réduire la tension artérielle qui sont listées ici. Et vous avez ici une méta-analyse d'études à court terme portant sur des personnes qui prennent chacune de ces molécules comparées à un placebo. Et ça nous dit la diminution de la tension artérielle en fonction du dosage. Vous avez ici le dosage. Pour une dose de 1, c'est ce qu'on appelle la dose standard, la dose recommandée, si vous voulez. Et donc, si on regarde la distance ici entre cette ligne et celle-ci, ici, ici, ici et ici, eh bien, on voit que la réduction moyenne de la pression artérielle est à peu près la même pour toutes les doses standards pour les 5 catégories de médicaments. Ça a l'air surprenant, mais en fait, ça ne l'est pas, parce que lorsque les laboratoires pharmaceutiques ont un nouveau médicament, eh bien, ils font un essai en le comparant aux molécules anciennes. Donc, ça leur permet de définir la dose standard pour arriver à la même réduction de pression artérielle, pour que le nouveau médicament soit aussi bon que l'ancien. Bon, c'est comme ça qu'ils pratiquent. Et c'est pour ça que toutes les classes de médicaments ici nous donnent la même réduction de pression artérielle à la dose standard. Alors maintenant, si on regarde la réduction de tension, qui est bien moindre à demi-dose et qui devrait être supérieure à la double dose, eh bien, vous voyez ici les différences. La plus grande réduction à une dose plus élevée n'est pas très importante en fait. Donc, par exemple, un médicament à la dose standard va réduire la pression jusqu'à 9, alors que si on utilise la moitié de la dose standard, on va réduire à 7. On va réduire de 7 au lieu de réduire de 9. Donc, ce n'est pas une réduction, ce n'est pas une différence très importante. Donc, on peut en conclure les deux choses suivantes. Toutes les classes de molécules ont un effet similaire. Et quel que soit le niveau avant traitement, les médicaments fonctionnent. Ils diminuent la tension artérielle plus si elle est élevée. Donc, vous avez ici la tension artérielle avant le traitement, avant qu'on administre la molécule. Ici, les personnes qui ont la tension artérielle la plus élevée, entre 18 et 18,9 par rapport à ceux qui ont la plus faible, ici 10, 19, eh bien, vous voyez que l'effet du médicament est à peu près le double chez ceux qui ont la pression artérielle la plus élevée. Mais les médicaments fonctionnent et font baisser la tension artérielle chez toutes les catégories de personnes. Maintenant, si vous prenez 2 molécules en association, est-ce que vous avez un doublement de l'effet? Eh bien, évidemment, personne n'en doute, mais je voudrais quand même vous le démontrer très brièvement. Si vous en doutez, eh bien, le type d'études que vous mettez en place pour vous en assurer, c'est ce qu'on appelle les études factorielles, les essais factoriels, avec 4 groupes. Un groupe qui prend la molécule A, un groupe qui prend la molécule B, un groupe qui prend la molécule A et B en association, et un quatrième groupe qui prend le placebo. Et si vous voulez vous assurer que A et B marchent mieux que A tout seul et B tout seul, eh bien vous prenez la tension des personnes qui prennent le A, le B, moins le placebo, et vous avez donc un effet prédictif des 2 molécules prises ensemble, et vous comparez ça avec l'effet que vous avez observé dans votre étude. Et voilà ce que vous obtenez. La diminution observée, la diminution attendue que vous avez ici en ordonnée, A seul plus B seul. Et ça vous montre très clairement ici que vous avez les mêmes résultats dans les 2 cas. Même chose pour
4 de ces classes de médicaments. Et ceci nous montre que ajouter une deuxième molécule sera beaucoup plus efficace pour réduire la tension artérielle que de doubler la dose d'une molécule. Donc 2 médicaments à mi-dose sont plus efficaces que la double dose d'une seule molécule. Donc, on utilise 2 ou 3 molécules ensemble. Pourquoi utiliser une demi-dose? Eh bien, parce qu'on aura moins d'effets secondaires. Regardons les effets secondaires, si vous le voulez bien. Les mêmes études que celles qui nous ont donné les effets sur la tension artérielle nous parlent des effets secondaires, les symptômes que les gens déclarent lorsqu'ils prennent des thiazides ou des bêta-bloquants. Eh bien, on a les symptômes comparés aux symptômes exprimés par le groupe qui prend le placebo. Pour 2 catégories, les thiazides et les inhibiteurs du canal calcium, eh bien, vous avez ici pour les thiazides, par exemple, si vous prenez une dose standard, vous avez des symptômes d'effets secondaires chez 10% des personnes, alors que si vous prenez la moitié de la dose, eh bien, vous verrez que vous aurez des symptômes uniquement d'effets secondaires chez 2%. Donc on passe de 10% à 2% en effets secondaires si on diminue la dose de moitié. Même chose pour les inhibiteurs du canal calcium, on passe de 10% à 2%. Pour les bêta-bloquants, qui ne sont pas très largement utilisés, les effets secondaires diminuent aussi légèrement à demi-dose, mais pas de façon considérable. Les inhibiteurs, même chose. Pour ce qui est des antagonistes des récepteurs de l'angiotensine, on n'a pas d'effet secondaire, que ce soit à dose standard ou à demi-dose. Pour vous montrer un petit peu les gens, certains gens disent que lorsqu'on diminue la tension artérielle alors qu'elle est déjà basse, eh bien, on peut avoir des vertiges. Vous avez ici la présence de vertiges dans cette étude, même avec un niveau de pré-traitement de 125. Eh bien, les vertiges ici sont causés par les molécules, pas par la baisse de la tension artérielle. Et si on réduit la tension artérielle, alors qu'on est déjà à un niveau très bas au départ, eh bien, peut-être que entre 1,5 et 2% des personnes ressentiront des vertiges, mais pas plus que ça. Et donc, ça n'est pas significatif statistiquement. Et donc, ce n'est pas vraiment un gros problème de faire baisser la pression artérielle pour ce qui est des vertiges. Voilà ce que je voulais vous dire pour ce qui est de la tension artérielle. Maintenant, pour le cholestérol, eh bien, c'est la même chose. Même histoire. Donc, je vais passer très rapidement. Les études de cohorte nous montrent exactement les mêmes schémas. Les réponses doses sont continues. Le risque est surtout déterminé par l'âge. Pour la tension artérielle, on a un effet instantané. On baisse la tension artérielle, on diminue le risque immédiatement. Pour le cholestérol, cependant, il y a un temps de latence. Pendant les 2 premières années, on a une réduction du risque d'infarctus et d'AVC qui est assez petite. Et puis, il faut attendre 3, 5 et même 6 ans pour avoir une réduction la plus importante. Mais sur les études de cohorte qui ont été effectuées à long terme et sur les essais cliniques, eh bien, on a la même réduction du risque. L'atorvastatine, dans les doses couramment utilisées, réduit le cholestérol LDL de 1,8 mmol par litre, c'est-à-dire une réduction de 37%. Et d'après les études de cohorte, on a une réduction donc de 59% des infarctus, réduction également des AVC. Si on met les 3 molécules ensemble dans une polypile, eh bien, on attend une réduction des AVC de 70%, réduction des infarctus de 78%. Donc, il y a un effet attendu très important concernant la réduction des 2 causes les plus répandues de décès en Europe. Et donc, ça paraît forcément très intéressant de faire prendre une polypile à une grande partie de la population pour réduire le risque de décès par ces 2 causes, ces 2 premières causes de mortalité. Maintenant, est-ce que tout le monde devrait prendre une polypile? Tout le monde au-delà d'un certain âge ou tout le monde au-delà d'un certain risque? Eh bien, les deux ne sont pas si différents que ça. Et si vous avez la tension artérielle chez des personnes
qui font un infarctus dans une étude de cohorte. Vous avez ici la répartition de la tension artérielle chez les personnes qui sont mortes de l'infarctus et chez celles qui ne sont pas mortes. Vous voyez qu'en réduisant la tension artérielle, on a un effet très important sur la réduction du risque. Et en fait, la pression artérielle ne nous permet pas vraiment de prédire si la personne va faire un infarctus ou pas. Et la raison, c'est que la moyenne des personnes ont déjà un risque très élevé. Donc, il n'est pas facile de prédire qui va faire une crise cardiaque ou un infarctus. Et c'est la même chose pour un certain nombre de facteurs de risque. Donc, on peut donner des polypiles à tout le monde au-delà d'un certain niveau de risque. Ça serait un petit peu plus efficace, effectivement. On pourrait donner des polypiles à tout le monde au-delà d'un certain âge. Ça serait plus facile, plus simple. Et ça éviterait le stress et l'anxiété des personnes qui se considèrent comme étant à risque puisqu'elles se voient prescrire ce médicament. Mais on pourrait aussi éliminer les AVC et les infarctus par une solution qui serait quand même relativement radicale et qui signifierait que tous, ou presque tous, nous devrions prendre des médicaments pour le reste de notre vie à partir d'un certain âge. Merci beaucoup.